longue date, professeur Chili Hassan, qui est toujours là, qui participe toujours à la formation médicale continue des médecins, quel que soit leur âge, mais surtout des jeunes. Et c'est un plaisir toujours de le retrouver. Et je tiens à remercier aussi les modérateurs de cette session, le professeur Jelli Hassan, pneumologue, et aussi le secrétaire général de la Société marocaine des sciences médicales, et mon ami, lui aussi de longue date, Saad Qari, qui est professeur de pédiatrie et qui est aussi le secrétaire général de la Société marocaine de pédiatrie. Donc merci Sichili, et je te laisse la parole. Merci mon cher ami, mesdames et messieurs, monsieur le président, madame la modératrice, très heureux d'être encore parmi vous pour évoquer un sujet qui semble un peu rébarbatif. Comment rappeler les pédiatres et les omnipraticiens en général, mais surtout les pédiatres concernés aujourd'hui par les règles de rédaction de l'ordonnance médicale. Alors quand on entend cela, on entend dire des choses assez scolaires, assez académiques, mais vous allez voir, c'est loin d'être académique et encore plus loin d'être scolaire. Alors, l'ordonnance médicale vient bien évidemment clôturer une démarche, un algorithme diagnostique, et il ne faut pas oublier que lorsque la démarche diagnostique est finie, la remise de l'ordonnance par le praticien ou par le pédiatre aux parents de l'enfant constitue également un outil de communication. C'est fondamental. La communication est clôturée par ce document qui est remis aux parents, qui doit mentionner aussi bien les médicaments que quelques règles de prescription ou quelques recommandations d'hygiène de vie et autres. Alors, il ne faut pas oublier cela. Il y a quand même, quand on remet une ordonnance aux parents, il y a également un message subliminal. Quel est ce message? Quand l'ordonnance est propre et lisible et bien établie et structurée, on dit que le pédiatre a été attentionné jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il a non seulement examiné comme il fallait l'enfant, il a eu le contact qu'il fallait avec cet enfant pour essayer de... Il y a des techniques pour amadouer l'enfant pour que cet enfant ne se braque pas pendant l'examen. Et cela se continue et se perpétue avec la remise en main propre de cette ordonnance qui est propre et lisible. A contrario, quand l'ordonnance est griffonnée et elle est peu lisible, on peut lire à travers cela un travail qui est bâclé et le pédiatre peut être pris pour quelqu'un de peu attentionné lors de la remise de ce document. Alors, il va bien s'entendre dans cet atelier ou cette conférence de discuter uniquement de la forme et non pas du fond. Je n'ai pas la compétence et la légitimité de discuter de cela, mais de discuter seulement du fond, de la forme, pardon. Je voudrais avant tout vous passer en slideshow, ce que j'ai l'habitude de faire dans les conférences, un petit défilé, s'il vous plaît, de quelques ordonnances qui sont glanées ici et là. Et je vous pose la question, et je vous interroge tout un chacun, qu'est-ce que ces ordonnances vont appeler à votre critique? Et je vous rappelle, comme vous allez le voir, que cette ordonnance est lue aussi bien par le pharmacien que par les médecins de famille, et que par les amis et la famille du patient, puisque c'est une ordonnance qui va circuler. Et je vous signale ici de relever quelques anomalies. On a sur cette ordonnance une préparation auriculaire. Il semble que ce soit bien sûr, moi je n'aurai que des spécialités ORL. On voit ensuite un antibiotique donné et puis un antalgique comme du paracétamol. Même chose ici, vous voyez que la date est mentionnée, qu'il y a ordonnance, qu'on ne voit pas le libellé du docteur, qu'il y a le nom de l'enfant ou de l'adulte. Regardez ici, en l'occurrence, c'était un adulte, pas grave. On voit un antibiotique, on voit un antalgique, on voit un traitement local et à la fin, on voit une corticothérapie pérosse. Bien, même chose encore, on peut y aller à souhait, il y a tout ce qu'il faut. Regardez ici, par exemple, la même chose, un anti-inflammatoire, puis un IPP, puis un antalgique. Bref, c'est pour vous dire en fait que
on a l'impression que l'ordonnance est tout simplement un pêle-mêle de spécialités pharmaceutiques et il n'y a aucune structure donnée à la réflexion. Parce que derrière cela, on a l'impression que le praticien, peut-il être pédiatre ou autre, ne pense pas à sa rédaction, ne pense pas stratégiquement. Regardez ici par exemple, on a dans cette ordonnance un traitement local, n'est-ce pas, corticothérapie nasale. Ici, j'arrive pas à lire, mais je pense que c'est un traitement local encore de lavage, un antihistaminique, et puis des gouttes au niveau de l'oreille. On peut en parler. Et enfin, regardez, même chose, on a des traitements locaux, puis on a un corticothérapie, un corticoïde péros, puis ici on a un pansement, puis il y a la même chose, un pansement NIPP, et puis un antibiotique. Regardez-moi l'antibiotique où il figure. D'accord? Là, la même chose, on est mieux. Pourquoi on est mieux? Parce que là, c'est plus lisible. On a affaire aujourd'hui à une digitalisation dans tous les secteurs, donc je ne pense pas qu'on puisse parler déjà de digitalisation, mais le fait d'avoir pris la peine de numériser et d'écrire en écriture latine imprimé par un traitement de texte, c'est nettement plus lisible et il y a moins d'erreurs au moment de la délivrance de la dispensation de ces médicaments. On voit là encore la même chose, excusez-moi, on voit exactement la même chose, on se rend compte que finalement, ici on a un antileucotriène, on a un traitement local, on a un antibiotique, une corticothérapie, et on reprend un traitement local en bas. Donc en fait, on a l'impression, quand on lit cette ordonnance, que le praticien n'a pas de suite dans les idées. Et qu'il a l'impression de dire, ben, je donne ce médicament, tiens, il y a tel médicament qui va avec. Quand je donne un antibiotique, je n'oublie pas les probiotiques, mais on ne sait pas quelle est la place de tous ces médicaments dans sa prescription. Je pense que les praticiens qui sont rationnels dans leur démarche doivent être rationnels dans leur prescription. Et je suis confus de dire qu'au travers de la prescription, on se rend bien compte que les praticiens ne sont pas rationnels. Et donc c'est cela qu'il va s'agir aujourd'hui. Vous n'êtes pas aussi rationnel que vous le pensez. Et la question, c'est combien de temps vous allez dispenser à la rédaction de cette ordonnance, et c'est là le plus important, je pense. Voilà, par exemple, regardez, à la fin d'un acte chirurgical, vous avez beau y passer 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures pour une chirurgie de la thyroïde, le patient ne se souviendra que de la cicatrice. C'est un peu la même chose dans la prescription médicamenteuse. Vous avez eu beau entourer toutes les précautions, la consultation, en donnant toutes les explications. Si ces explications ne figurent pas sur votre ordonnance, ou si votre ordonnance, malheureusement, a été composée de médicaments qui vont donner des effets indésirables, qui n'ont pas été pour vous soutenus, malheureusement, toute la démarche que vous aurez sera, au sens des parents du patient, sera nulle et non avenue. C'est exactement comme quand la cicatrice d'une chirurgie est affreuse et donne une kéloïde, on ne se souviendra que ça. Alors, je pense qu'il faut marquer la différence. C'est comme tous les crayons qui sont noirs, il y en a un qui est rouge au milieu. C'est qu'en fait, la différence de toutes ces prescriptions, c'est tout simplement la rigueur. Et je pense qu'un médecin, étant un scientifique cartésien, je ne vois pas où pourrait s'arrêter sa rigueur, si ce n'est certainement après avoir salué le patient et lui avoir accompagné à la porte de son cabinet, et non pas à la prescription de son ordonnance. Alors, quel est l'agenda pour cette introduction un peu longue mais importante? Le slideshow, on l'a vu, critique tous azimuts, puis on va discuter un peu de sémantique, on va donner quelques règles de prescription, puis ensuite on verra ensemble comment structurer une ordonnance, si je peux me permettre. Ensuite, on verra quelle est la régie digitale, qu'est-ce qu'on en fait, puis enfin, comment rester rigoureux et partir sur quelques recommandations qui vont clôturer cet exposé. Bien, alors, tout simplement, se poser quelques questions en se posant la question de sémantique. Qu'est-ce que veut dire le mot ordonnance? Quand on a une ordonnance écrite, qu'est-ce que signifie cette ordonnance? Au premier chef, bien sûr, parce qu'il y a des mots qui ont des sens figurés à l'origine, et bien sûr pour qui? Quand vous écrivez ordonnance sur Google, c'est très simple. La première des choses que vous trouvez, c'est tout simplement cela. C'est-à-dire que
Un, c'est un nom féminin, bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, n'est-ce pas? Et puis, surtout, regardez, mettre en ordre, disposer selon un ordre. Donc, une ordonnance qui est écrite n'importe comment, ça veut dire que le médecin n'a pas, ou le pédiatre n'a pas de l'ordre dans sa tête. Et quand il est farfelu dans son esprit, on se laisse un peu penser comment il peut l'être dans son diagnostic et dans la prise en charge de ses patients. Bien, le deuxième, bon, c'est le texte qui émane de l'exécutif et qui est une ordonnance sur le plan législatif, ça n'a rien à voir ici. Bien, la triangulation est importante. Qui dit cela? Cette triangulation est, chez nous, malheureusement, pose encore des problèmes, puisqu'on sait que la dispensation peut se faire sans ordonnance. Là n'est pas le sujet, mais que cette triangulation est importante et que, vous savez qu'aujourd'hui, quand un médicament est dispensé et quand le pharmacien n'a pas pris la peine d'appeler le médecin pour dire s'il vous plaît ou le pédiatre, tel produit je ne le comprends pas, il n'est pas lisible, qu'est-ce que vous souhaitez dire par? Eh bien, s'il ne fait pas ça, qu'il y a une erreur de dispensation et qu'il y a un effet indésirable grave par le médicament qui a été modifié, le pharmacien et le pédiatre vont endosser 50% de la responsabilité chacun. C'est très important. Je prescris les 12 éléments, vous les connaissez, c'est très important. Voilà le prescripteur. Le prescripteur pédiatre doit avoir bien sûr son nom, sa spécialité, et vous le savez, son diplôme, ça c'est dans les règles de l'exercice médical, hein, la loi 131-13 que vous connaissez tous, la date et lieu d'établissement de l'ordonnance. Quand vous savez qu'aujourd'hui, dans certains dispensaires, c'est marqué dispensaire de je ne sais quoi, il y a une grafouillis, on griffonne dessus, on ne sait même pas qui a délivré cette ordonnance, que c'est un aide-soignant, est-ce que c'est un infirmier, on n'en sait rien. Alors ensuite, vous avez le patient, il doit y avoir son identité complète, et pour les personnes qui ne savent pas écrire lisiblement, on écrit le nom en lettres majuscules, comme ça il y a le moins de risques possible d'avoir des pendus et des déliés. Vous savez ce que c'est quand on écrit et qu'on rassemble les lettres, il y a des lettres qui peuvent malheureusement être avalées dans l'écriture. Et attention, pas plus. Alors j'ai vu dans certaines ordonnances, je ne vais pas vous faire l'affront de vous le montrer, où le praticien ne sait pas quels médicaments peuvent avoir un rôle délétère pour une situation particulière, il met l'enfant et en dessous il a écrit asthmatique. D'accord? Pour que le pharmacien puisse voir ça, c'est une erreur monumentale parce qu'il y a, on déflore le code du secret professionnel, n'est-ce pas? Ça, vous le savez. Et bien sûr, la liste de médicaments, nom, posologie, modalité, est-ce qui est renouvelable ou pas, quantité suffisante pour, ça, tout ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que tout se passe bien. Quand tout se passe bien, tout le monde passe par la grande porte. Mais dès le moment où il y a un souci avec un malade, ben on va revenir à l'ordonnance et on va essayer de la fouiller et de la mettre en adéquation avec, malheureusement, le code de l'exercice médical et la prescription de médicaments. Parce que tout est écrit par la loi et dans la loi, dans les textes de loi. Maintenant, bien sûr, si vous tombez sous le coup de la loi, ça risque de faire un peu mal. N'oubliez pas, dernièrement, j'ai eu quelqu'un qui avait une névralgie faciale, à qui j'ai prescrit du Tegretol, et comme la névralgie passait par l'oreille, il n'a rien compris, du Laroxine par exemple, et il n'a rien compris, ben il est revenu une semaine après en me disant ça n'a absolument rien changé, j'ai augmenté la dose, ça n'a absolument rien changé, je ne comprenais pas, en fait il prenait ses gouttes et il les mettait dans les oreilles. Voilà, parce que c'était pas marqué Laroxine goutte buvable, n'est-ce pas? Il faut s'entourer de toutes les précautions. Heureusement qu'il ne s'est rien passé dans l'oreille parce que le tympan était fermé. Mais pour vous dire que l'autocritique est importante et qu'il faut à chaque fois mettre ceinture et bretelles pour ne pas avoir de problème. Alors, les conseils aussi, s'il vous plaît. Ça ne marche pas en médecine. On dit souvent les écrits restent. Vous avez des recommandations, écrivez. Perforation tympanique, ne pas aller au bain mort, c'est mentionné. Donc en fait, faites très attention. Tous les messages, et ça bien sûr c'est chronophage, bien sûr ça va vous prendre du temps, mais essayez d'avoir des fichiers préétablis que vous rappelez sur un serveur et que vous allez imprimer dans l'ordonnance. Mesure à prendre, interdit, etc. Et puis la signature, bien sûr, avec votre cachet, surtout, doit être mise juste en dessous du dernier médicament. Ou alors, si elle est en bas, ben vous allez rayer. C'est très important. Et non pas rayer comme ceci, mais dans l'axe vertical. Pour dire qu'il n'y a pas de possibilité de rajout de médicaments en dessous.
Parce qu'aujourd'hui, avec les Photoshop, avec tout ça, tout est permis. Pouvez-vous vous relire, sinon qui pourrait déchiffrer votre ordonnance? Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Regardez, si l'ordonnance a beaucoup évolué, l'écriture des médecins reste toujours aussi indéchiffrable. Vous savez pourquoi? Parce que comme on nous a habitués à prendre des notes rapidement, malheureusement l'écriture on a fait des frais. Et on écrit de plus en plus vite et de plus en plus mal. D'accord? Même pour les personnes qui écrivent bien, ben écoutez, ça reste toujours des fois indéchiffrable. Ça, j'ai trouvé ça, ce qui est intéressant, je peux vous le montrer. Ce que le médecin écrit, ce que je lis, c'est du chinois, ce que le pharmacien envoie Doliprane, on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, la dispensation de médicaments peut se faire des fois, non pas par le scientifique, mais un auxiliaire qui est loin de l'être. D'accord? Regardez ce qui se passe, 7000 personnes tous les ans. Le problème d'erreur dans la posologie des médicaments. Et je vous renvoie à des sites de pédiatrie, je n'ai pas voulu en prendre, où on s'est juste trompé de posologie et les enfants ont été hospitalisés dans des états de mal convulsifs à cause d'une posologie augmentée ou mal calculée. Et quand vous voulez une posologie particulière, s'il vous plaît, qui répond à une indication particulière, on met bien entre parenthèses, je dis bien, s'il vous plaît, pour que ce soit lisible par tout le monde et pour qu'il n'y ait pas d'erreur par rapport à cela. Les erreurs de posologie sur les médicaments, 1,5 million de personnes chaque année, faites très attention, et 7000 en meurent. D'accord? Donc, à vous la parole, et ça c'est important, et expliquez la nature des médicaments, expliquez la posologie, expliquez le mode d'utilisation, si l'administration est injectable ou inhalée, et puis surtout, quelles sont les précautions d'emploi. Alors je sais bien que ça va très vite, et que des fois vous avez beaucoup de monde et qu'on n'a pas le temps de le faire. Alors, apprenez à le faire par un auxiliaire. Normalement, c'est vous. Mais quand on n'en a pas le temps, et ça peut arriver, on est un peu occupé, faites-le faire par un auxiliaire à qui vous avez montré les ordonnances, à qui elle va donner tout simplement, comme dans les pharmacies, c'est souvent pas le pharmacien, mais elle a pris son texte, elle sait quels sont les produits, elle sait quelles sont les recommandations, et elle les répète en boucle pour qu'il n'y ait pas d'erreur par rapport à ça. Une solution pérenne, vous voyez, quand l'ordinateur vient à la rescousse, on est très bien, système informatisé, organisez-vous en ordonnance type, la bronchiolite du nourrisson, machin, otite moyenne aiguë de l'enfant, otite séromuqueuse, vous avez des ordonnances type, il suffira de jouer peut-être après par rapport à votre prescription sur les antibiotiques que vous allez changer ou la cortisone, etc. Et sauvegarder ça, ça vous permet un gain de temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, je voudrais aujourd'hui rendre hommage à quelqu'un qui a participé grandement à mon esprit cartésien, si je peux me permettre, sans faute de modestie, en la personne de Madame le professeur Hakima Himouch. Pourquoi cette dame? Parce que cette dame nous faisait interpréter des documents de façon académique et extrêmement cartésienne. Et ces documents, ce n'était rien d'autre que les ordonnances. Elle nous disait cela, regardez, on vous voit habillé, il y a l'être et le paraître. C'est pour ça que dans certains services, dans le temps, je ne parle pas d'aujourd'hui, dans les années 80-90, on attachait un intérêt particulier à l'habillement, à la propreté, à la coiffure, à l'état, à l'aspect, n'est-ce pas, de l'étudiant en médecine. Alors ensuite, on voit votre écriture. Ben, c'est l'art de communiquer avec élégance. C'est important de savoir bien écrire, n'est-ce pas, de prendre son temps. Et puis bien sûr, votre ordonnance, c'est l'art de la méthode. Où on est méthodique ou on ne l'est pas. Et ça se voit jusqu'au bout, n'est-ce pas? D'accord. Alors, qui lit votre ordonnance? Le pharmacien, le médecin, la famille? Et vas-y que je critique la structure et l'écriture. Rendez-vous compte que ça, c'est important. Voilà, par exemple, ce que je traite. Ici, quels sont les symptômes? Ben, vous avez une otalgie, une otorrhée, des acouphènes et une surdité droite, n'est-ce pas? C'est tout simplement une otite moyenne chronique réchauffée. Regardez en haut, qu'est-ce que vous avez? Une perforation centrale avec du pus au fond, dans la caisse du tympan. Donc ici, vous le savez, le diagnostic est fait. C'est un enfant de 8 ans. Il a une otite moyenne chronique droite avec une perforation séquelaire. Et cette perforation, soit à l'occasion d'un rhume, soit à l'occasion d'une issue d'eau dans le conduit, ben, va tout simplement surinfecter. Ben, on a compris. Regardez ce qui s'est passé. Quelle est l'origine? Ben, soit les rhinopharyngées, soit l'eau qui est venue de l'extérieur. Et ça, c'est très important de voir que l'enfant n'a pas respecté les mesures d'hygiène du nez, et le réchauffement et la suppuration, c'est une infection. Donc, en fait, pour vous tracer, pour traiter cela, c'est très simple. Qu'en pensez-vous?
Ben, c'est une infection, oui, il y a du pus, terminé. C'est une inflammation, il y a une douleur, oui, tout est rouge, les signes cardinaux sont là, n'est-ce pas? Il y a également une inflammation qu'on a vue, et il y a également une porte d'entrée nasale que l'on connaît quand on est pédiatre. On sait qu'il y a une porte d'entrée nasale rhinopharyngée. Vous voyez dans votre esprit comment c'est structuré? Très bien. Donc on va commencer par l'infection. Et qui dit infection, dit antibiotique. Oubliez cela, n'est-ce pas? Oubliez ce deuxième volet. Tout y est, vous voyez. On a donné un antalgique, on a donné des gouttes dans l'oreille, dans le nez, on a donné un anti-inflammatoire, on a donné un antibiotique, on a donné un probiotique, on a donné des gouttes dans l'oreille et on a donné même un mouche-bébé pour les soins du nez. Mais on vous êtes rendu compte que c'est malheureusement pêle-mêle. Tout y est, c'est bien. On sait que vous avez appris votre leçon, mais c'est encore mieux comme cela. C'est-à-dire qu'on sait que vous avez de la suite dans les idées. Il y a une infection, antibiotique. Il y a une inflammation, anti-inflammatoire. Avec l'infection, on sait qu'il y a une perturbation du microbiote, on va donner un probiotique. Les gouttes dans l'oreille, attention ici, ce sont des gouttes à tympan perforé, donc les gouttes huileuses sont interdites. Là, bon, on ne va pas discuter le fond, mais la forme. Le traitement dans l'oreille, d'abord, vous voyez, oreille, infection, origine rhinopharyngée, et ce n'est qu'après que va venir le traitement du nez. Vous voyez qu'on a quand même de la suite dans les idées. Or, dans les premières ordonnances, on a vu vraiment de tout. On a vu des antibiotiques. On a l'impression que l'antibiotique a été... le praticien s'en est souvenu et il vous l'a mis à la fin, hein, alors qu'il a mis tous les traitements au départ dans le nez parce qu'il a vu que l'enfant ne mouchait pas, etc. Je pense que dans l'esprit de tout le monde, il faut être structuré et c'est l'examen même de cette ordonnance qui peut prouver si vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Antibiotique, vous voyez, parce qu'il y a l'infection, posologie et durée, anti-inflammatoire ici, n'est-ce pas, un anti-inflammatoire, ensuite un probiotique ici pour essayer de calfeutrer les méfaits de l'antibiotique à large spectre, les gouttes dans l'oreille et puis le traitement dans le nez. Vous voyez comme on est structuré avec une ordonnance qui l'est. Voilà. Ensuite, quatrième, regardez ce que dit la réglementation, vous voyez, la réglementation en vigueur, c'était ça que je voulais vous montrer, bulletin officiel, et rappelez-vous, vous savez, quand il y a un jugement, on vous sort une seule phrase, nul n'est censé ignorer la loi, et la loi elle est là, malheureusement, bon, quand tout se passe bien, on ne vous cherche pas de noise, mais malheureusement quand ça ne va pas, eh bien quand ça ne va pas, c'est là où on va aller chercher. Elles sont formulées quantitativement et qualitativement avec toute la précision possible, notamment en ce qui concerne la durée du traitement, et doivent être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur. On voit énormément, une cuillère à mesure, 3 fois par jour. Ça s'arrête là. Ça n'a pas de sens. Quand vous dites 10 jours, c'est 10 jours de traitement. Donc c'est au pharmacien, en fonction de la posologie, en fonction de la contenance, de voir s'il faut un ou deux flacons, n'est-ce pas? C'est important. Même chose, regardez le Daïr, hein, vous voyez que ce sont des lois qui ne sont pas très récentes, hein, 1964-2006, reprise, préalable à la délivrance d'un médicament. Et qu'est-ce que disait ce fameux pharmacologue, qui est un homme politique suisse aussi? Vous voyez aujourd'hui, ça ne se fait malheureusement plus. Mais dans les anciennes écoles, qui n'a pas vu une ordonnance recto-verso? Qui n'en a pas vu? Moi, j'ai une dizaine aujourd'hui de pédiatres qui ont été de grands pédiatres sur la place et qui vous prescrivent 10 médicaments recto-verso. D'accord? Un médicament, ça va. 2 médicaments, c'est possible. 3 médicaments, surveiller le malade. 4 médicaments, surveiller le médecin. Et enfin, 5 médicaments, hospitaliser le médecin. Il faut en fait faire le maximum pour prescrire, bien sûr, d'abord au niveau des frais qui vont être engagés et ensuite au niveau des interactions médicamenteuses. Plus vous augmentez les médications et plus il va y avoir d'interactions là-dessus. C'est important de noter. Alors, quelle différence? Vous voyez la différence entre une ordonnance et une prescription? Je ne sais pas si vous faites facilement la différence. Une ordonnance, en principe, c'est une ordonnance où il doit y avoir des médicaments. Par contre, sur une prescription, ben vous pouvez avoir une prescription d'un prélèvement, une prescription d'un examen radiologique, d'un examen de biologie.
Mais souvent, une ordonnance, sur cette ordonnance, il ne doit y avoir que des médicaments. D'accord? La confusion, n'est-ce pas? Faites très attention. Mais sur cette ordonnance, ben, vous pouvez y apposer des recommandations. Et attention, ne mélangez pas. De demander qu'on fasse des feuillets distincts. Si vous voulez des recommandations, de grâce, mettez les recommandations dans une feuille à part, avec votre ordonnance, avec votre en-tête, bien préparée à la fin. Et ça sert un peu de bouclette, et ça sert également d'éducation sanitaire ou d'éducation aux parents et aux enfants. Voilà par exemple quelque chose que j'ai voulu partager avec vous avant de clore cette expérience. Pour les poches de rétraction, vous savez, les enfants qui ont un tympan qui est très atrophique et qui malheureusement, avec une dépression, on verra ça dans les outils de séreuse de main, avec une dépression, ben, le tympan peut être aspiré vers le dedans. Et ça fait ce qu'on appelle une poche de rétraction tympanique. Et si l'on ne fait rien, cette poche va évoluer peut-être vers un cholestéatome. Et donc, quand cette poche n'est pas opérable, on va demander à l'enfant de pincer le nez et de pousser par le nez la bouche fermée. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva. Vous connaissez tous, bien évidemment. Alors, gentiment, pour du zèle, parce que moi j'ai un peu de zèle quand même dans ma pratique, j'écris manœuvre de Valsalva 3-4 fois par jour. Alors, bien mal m'en a pris. Sur l'ordonnance, c'était comme ça. Par poussée progressive et non par à coup car risque de vertige. Très bien. Alors, elle va voir le premier pharmacien, honnête de son état. Smihli, hada ma aftouch. Mais tu dis ma aftouch, ça sous-entend peut-être que c'est un médicament. On est bien d'accord. Donc, et pourtant c'est bien signalé, poussé par le nez, etc. Donc on ne s'est même pas donné la peine de lire. Quelle est la gageure? Ben ça, c'est parce que cette recommandation figurait dans la liste des médicaments, n'est-ce pas? Et donc ça a peut-être été pris en faux par là c'est bien, c'est bien. Ensuite, alors, moins bien que ça, je n'en ai plus. J'ai eu un pharmacien, قال لي الله يخليك فين بقى داك الدواء اللي قيدتي لي؟ انا مشيت عند الفارماسيان راه قال لي تقدر غير هاد الصباح. Alors pour ne pas perdre la face, ah oui, non mais attendez, qu'est-ce qu'il en a fait? Ben oui, allez voir dans une autre pharmacie, et donc bad job, et forcément, malheureusement, le petit patient qui a sillonné et quadrillé la région et allait faire le tour des pharmacies à la recherche, malheureusement, de cette fameuse manœuvre de Valsalva, qu'il a trouvé nulle part, bien évidemment, parce que ce n'est pas un produit pharmaceutique. Voilà ce que je fais dorénavant. Je le marque sur mon ordonnance, je l'écris en arabe, je mets le schéma. Et comme ça, j'ai réglé le problème. Ça m'a demandé une réflexion, ça m'a demandé de l'encre, parce que je produis de l'encre et je l'imprime, mais ça m'a surtout fait gagner un temps considérable pour ne pas avoir à répondre des dizaines et des dizaines de patients et aux pharmaciens qui n'ont pas compris ce produit. C'est très important. Et les technologies maintenant par SMS. الله يخليك دكتور جيت عندك البارح راه بنتي طلعت عليها السخانه الله يخليك واش تقدر تصيفط لي شي وصفه. Levez la main ceux qui ont dit non. Personne. Parce que très souvent, très bien, il y a un irréductible dans la salle, bravo. Non mais parce qu'on pense qu'on arrange les gens en envoyant une ordonnance par SMS, n'est-ce pas, ou par WhatsApp. Regardez ce que dit la loi, s'il vous plaît. Peut-on prescrire par SMS? Et c'est une grosse. Docteur, envoyez-moi la prescription. Regardez ce que dit la loi, s'il vous plaît. Ben, la loi, elle dit tout simplement, regardez, la loi, elle vous dit, et ça, vous ne le savez pas. Quand vous envoyez un SMS, même pour dire coucou à un ami, le centre de triage du SMS, qui est votre fournisseur d'accès, le garde 3 jours. Et ça, vous ne le savez pas. Donc, en fait, vous ne savez pas ce que devient ce document, qui est un document confidentiel, puisqu'on peut comprendre si ce médicament comporte des antimitotiques à acheter, n'est-ce pas? Ça peut vouloir comprendre que ce patient a un cancer, ou au contraire qu'il a une forme avancée d'une maladie de système. D'accord? Et donc, ça déflore un peu le secret professionnel, méfiez-vous. La seconde chose, ce n'est pas réglementaire, ça va au centre de traitement. La seconde chose, c'est que, regardez, est-ce qu'il y a eu un interrogatoire? Est-ce qu'il y a eu un examen? Or, que dit la loi? Regardez ce qu'elle dit. Eh bien, la loi, les dispositions légales et réglementaires disent que la prescription est rédigée après examen du malade. On est bien d'accord. S'il n'y a pas eu d'examen du malade,
ben vous êtes contrevenant à la loi. On est bien d'accord, vous voulez bien aider, vous voulez être dans le prolongement, le continuum du service rendu aux patients. D'accord? Parce que pour des considérations sur lesquelles je ne reviendrai pas. Ce qui exclut la prescription à distance et a fortiori par SMS. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? D'abord, prenez le temps pour remplir de façon exhaustive tous les champs, identité du professionnel, l'identification de l'INPE aujourd'hui, qui est fondamentale, sinon on ne rembourse pas les médicaments, l'identité de l'enfant, nom, prénom, âge, et dans votre spécialité le poids, mais de façon tout à fait lisible. Ensuite, essayez de classer par classe de prescription antibiotiques, anti-inflammatoires, traitements locaux. Il faut bien sûr rappeler l'ordre qui vient de la sémantique pour l'ordonnance, d'accord? Et enfin, toutes les recommandations, les mesures d'hygiène, les régimes alimentaires particuliers, les conseils en fonction de la pathologie doivent être portés sur l'ordonnance, mais peut-être soit avec une écriture particulière en italique, ou alors le mettre dans un feuillet distinct auquel vous allez rajouter l'ordonnance des produits pharmaceutiques. Et enfin, regardez, n'oubliez pas de dire si la prescription est à renouveler ou pas, n'oubliez pas de mentionner la date de la prochaine consultation, et surtout, là aussi, n'oubliez pas de mentionner s'il y a possibilité de vous voir, s'il y a une urgence, où le patient peut aller, parce qu'une situation clinique, vous le savez, peut tourner à n'importe quel moment, et le patient est en mesure de pouvoir vous joindre à chaque fois qu'il en émet le souhait. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, chers amis et chers maîtres, de cette très très belle présentation qui était riche, claire et surtout didactique, et qui a éclairé, qui a rappelé plusieurs aspects de notre pratique quotidienne qu'on a, en fait, on s'oublie dans le temps, on apprend des habitudes peut-être qui ne sont pas les bonnes et on oublie que c'est quand même un acte médical, qu'il est géré par quand même un texte de la loi. Donc j'ouvre la discussion pour des questions dans la salle. Merci, mon ami Hassan Chilli, donc pour cette brillante présentation. C'est pas seulement l'ORL, mais c'est aussi la pédagogie. Donc on voit à travers cette présentation des choses qu'on a peut-être de prime abord, c'est-à-dire qu'on fait, mais on oublie beaucoup de choses. Et d'ailleurs, la dernière illustre tout, SMS, WhatsApp, etc. Donc ça devient cette évidence pour le patient. Et il faut en regard, il faut que le médecin résiste à ces pratiques parfois qui sont coûteuses. Donc c'était une présentation pleine de messages, rappel à l'ordre, et puis sans oublier aussi la rubrique où vous avez très très bien mentionné le fait de mettre beaucoup de médicaments. Donc ça c'est très important, parfois on ne se retrouve plus, hein. Donc il faut toujours opter pour cette économie de santé et aussi de confort pour le malade. Donc la discussion est ouverte à la salle. Kaysar. Merci. Merci beaucoup aussi Hassan pour cette demande. Le temps, on a l'habitude de présentation fleurie, extrêmement didactique, comme ça veut dire. Vraiment, c'est une très très jolie présentation. Merci beaucoup. Une petite anecdote rapide. C'était un professeur comme Hassan et moi, on a fréquenté le même lycée, on a usé notre fond de culotte dans le même lycée. Je voulais rapporter une anecdote. C'était un prof d'histoire géo, qui s'appelait Lerner, qui était très connu, je ne sais pas si tu t'en souviens, et qui, me rendant une copie, m'a dit Monsieur Kaysar, je sais que vous êtes médecin, mais je ne suis pas votre pharmacien. Alors écrivez bien. Ça, c'est pour l'anecdote. Si Hassan a parlé d'erreurs qui peuvent parfois être dramatiques, et ceci est d'autant plus prégnant, on va dire, et d'autant plus dans les services de réanimation.
Et j'ai un petit souci là quand je parle soit des confrères, soit au niveau des prescriptions en réanimation. Et vous savez que les erreurs là peuvent être beaucoup plus dramatiques. Je fais une petite étude concernant la règle de 3 et j'ai eu la stupeur de voir que c'est vraiment un message, si tu permets, c'est Hassan, de lancer. J'ai eu la stupéfaction de voir que le personnel paramédical, très souvent, ne maîtrise pas la règle de 3 et j'ai eu des surprises incommensurables. Alors, je dis souvent, n'écrivez pas 150 mg de machin, écrivez ce qu'elles savent faire en millilitres. Diluez tel médicament dans tant de millilitres. C'est pas à elle de faire ce travail, c'est au médecin de dire vous diluez dans tant de millilitres et vous injectez tant de millilitres. Mais je vous assure, faites un tour, vous allez tout le temps voir injecter 75 mg, injecter 125 mg. C'est, je pense, quelque chose qu'il faut proscrire. Et à ces amis qui sont parfois un peu réfractaires, parce que j'en ai eu, non, je suis désolé, moi j'écris, là c'est pas elle de faire. Je leur ai dit que dans les réanimations, j'ai appris par, je pense, Cypre Tari, que dans les réanimations néonates parisiennes, enfin françaises, aujourd'hui, ils doivent écrire tout en lettres, c'est-à-dire pas 150 en chiffres, mais 150 en lettres, milligrammes en lettres, tout doit être écrit, sinon ils deviennent pénalisables et ça devient une faute professionnelle. Alors, merci. Il faut que l'ordonnance ou la prescription ne puisse laisser aucune ambiguïté, parce que l'ambiguïté dessert à la fois le praticien, mais encore plus le patient. Et s'il y a une catastrophe qui survient malheureusement, c'est très cher payé, très très cher payé, parce que vous pouvez avoir dit que vous avez dit tant de millilitres ou tant de milligrammes, si ce n'est pas consigné comme il faut, et un papier qui le mentionne, vous savez, c'est très cher payé, et là malheureusement, vous pouvez avoir tous les avocats du monde, vous êtes indéfendable. J'ai une petite question, si vous permettez, par rapport à la dénomination commune internationale de substances actives pharmaceutiques et cet aspect en fait qui a été soulevé dans plusieurs pays. Qu'en pensez-vous sur une ordonnance médicale? Alors en fait, quand on prescrit la DCI, on va laisser le libre choix au pharmacien de donner cette DCI en fonction du nom commercial dont il dispose dans son stock. Et tu sais quel est le tollé qui a été soulevé malheureusement quand on a donné le droit de substitution aux pharmaciens. C'est dans ce sens-là. Et tant que le droit de substitution n'est pas applicable dans le pays, tant qu'on ne laissera pas le pharmacien juger lui-même quand vous prescrivez du paracétamol, malheureusement, s'il n'a pas la valeur commerciale, le nom commercial qu'il faut, si la loi ne lui donne pas la possibilité de choisir parmi les paracétamol qu'il a, malheureusement la DCI ne peut pas encore voir le jour aujourd'hui. Il faut attendre que ce soit publié au bulletin officiel pour que ça puisse paraître. Sinon, jusqu'à présent, ce sont les noms commerciaux uniquement qui fonctionnent, les noms de spécialité. Oui. Merci Stéphane pour cette belle présentation. Vous avez rappelé les fondamentaux de nos gestes quotidiens. Je voudrais juste compléter, parce que vous avez parlé essentiellement du secteur privé, l'ordonnance qui sort d'un seul cabinet. Je dois attirer l'attention des urgences, des services des urgences, des CHU, où il y a plusieurs intervenants. Donc là, il faut donner beaucoup d'attention à ce que vous avez dit, c'est très important. Là, donc, on voit des ordonnances non signées, donc c'est très important. Donc, merci d'avoir rappelé tout ça. Si je mets une question donc, dans la salle, c'était juste par rapport au conseil qu'on doit mettre sur l'ordonnance. Oui. Dans un contexte comme le nôtre, et on a souvent l'habitude donc, de le mettre en français. Est-ce que c'est parce que pas tous les patients lisent le français? Faut-il traduire? Ou bien on le fait en français parce que quelque part il y a la loi, on ne sait jamais. Non. Voilà, c'était juste pour provoquer. Non, je pense que dans la mesure où ça peut être compris et qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez l'écrire en français parce que c'est la langue que vous avez utilisée, avec laquelle vous avez appris malheureusement votre médecine. Maintenant, vous avez bien vu, je l'ai mentionné en arabe parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup
beaucoup de retours par rapport à cela. J'ai même un régime maintenant amygdalectomie que j'ai entièrement mis en arabe, avec un spot en arabe. C'est beaucoup plus juste. Je pense que ça va beaucoup plus dans l'esprit et c'est facilement plus facile à analyser par l'esprit du Marocain que de lui mettre un texte en français. Il ne faut pas le mettre en difficulté. Je pense qu'à chaque fois que vous pouvez le mettre en arabe dialectal, je dis bien dialectal. Quand je vois des ordonnances écrites en Tifinagh, je ne vais pas faire de la politique, mais je me demande combien de personnes arrivent à lire le Tifinagh déjà. Ils mettent leur spécialité, machin. Moi, je veux bien qu'on soit un peu à la mode, etc. Qu'on écrive en arabe et en français, il n'y a aucun souci. Qu'on écrive l'ordonnance en arabe, tant que les produits peuvent être dispensés par le pharmacien qui lit bien l'arabe et qui a les noms commerciaux, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois aucun inconvénient. L'essentiel, c'est que ça remplisse son but. Et toutes les recommandations, si vous avez affaire à des personnes qui malheureusement ne lisent pas le français, n'utilisez surtout pas des tournures, pincez le nez, valsalva, etc. Vous pouvez trouver un moyen, aidez-vous de personnes qui dominent parfaitement la langue dialectale et non pas la langue arabe, pour essayer de traduire cela de façon à ce que vous soyez, là encore, on est dans le message. Et comment passer le message de façon percutante, c'est aussi un outil de communication important, il faut faire l'effort. Tu l'as très bien signalé, c'est-à-dire si on prend la peine d'expliquer l'ordonnance, on peut glisser des messages sans pour autant les signaler. Mais je pense, c'est-à-dire que s'il y a une discussion entamée et une explication entamée, le message passera encore. Alors, je vais être très très rapide. J'ai beaucoup travaillé sur la relation médecin-malade et je suis en train d'éditer un ouvrage dernièrement qui est presque sous presse. C'est la relation médecin-malade à l'heure de la digitalisation. Qu'est-ce qu'aujourd'hui fait le patient avant de venir consulter? Il a vu tous les sites qui vulgarisent la pathologie. Il sait ce que c'est que l'otite séreuse, il sait ce que c'est qu'un aérateur, il sait ce que c'est que le T-tube, ils savent tout aujourd'hui. Parce que nous sommes passés à la relation médecin-malade 3.0 et on est passé le 1.0, le 2.0, le 3.0, on est même dans le 4.0 avec l'intelligence artificielle. Donc les choses sont en train de changer. Et pensez-vous que le patient qui est en face de vous, quand vous lui expliquez l'ordonnance, alors oui, il n'est pas sur l'ordonnance, c'est après. Il est sur la pathologie ديال الماء اللي عنده مرطبا واش غادي يسمك له ولده ولا ما تيسمكلوش واخا قلتي له راه الدري لا ما غادي يسمكش غير الماء تيحسر الطبل ما تيتحركش مزيان mais pour lui le stress qui le domine il va être complètement transparent à la lecture. C'est pour ça que les documents doivent être donnés au patient pour que ce patient puisse les lire à tête reposée, pour que peut-être qu'à ce moment-là, il réfléchisse à la chose. Donc, moi je vous incite à lui expliquer, c'est très bien, mais donnez des documents qui puissent lui servir de référence. Donnez-lui un site, donnez-lui une vidéo que vous faites pour vulgariser. C'est très important. Vous ne vous mettez pas en avant, attention. Faire une vidéo d'information, faire une vidéo didactique n'est pas interdite par la loi. Ça, vous le savez, il y a un texte qui régit l'exercice médical sur lequel on a travaillé, qui vient d'être mis en place pour les différentes participations des médecins sur YouTube, comment donner des informations. Si vous ne vous mettez pas en avant, vous ne dites pas aux malades, venez me voir à mon cabinet, à tel endroit, etc. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ben, dites tout simplement qu'après une amygdalectomie, il peut y avoir des douleurs au niveau de l'oreille, et qu'il faut un régime alimentaire qui commence de telle façon et qui finit vers telle date avec une reprise de l'alimentation normale. Donc, je vous remercie encore une fois. C'était un plaisir de partager avec vous ce moment sur cette conférence assez intéressante. Je remercie mon ami, M. Afkari, d'avoir co-modéré avec moi cette séance. Et je lève la session pour ne pas